Bonjour, c'est le journal du télétravail, votre podcast quotidien pour continuer à télétravailler, même en période de déconfinement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je vous retrouve ici tous les jours avec chefs d'entreprise ou experts pour parler télétravail et partager avec vous conseils et témoignages. Merci d'être chaque jour un peu plus nombreux à nous écouter. C'est parti pour un nouvel épisode. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'accueille le chef d'orchestre Constantin Ruitz qui dirige à la fois l'orchestre de l'Opéra de Massy et une formation baptisée Symphonia Pop Orchestra qui joue notamment de la musique de film en studio ou en concert. Bonjour Constantin. Bonjour Lomig, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Si j'ai voulu vous recevoir dans notre podcast, c'est parce qu'avec le Symphonia Pop Orchestra, vous serez bientôt en concert dans toute la France, dès que les spectacles pourront reprendre, avec notamment une tournée des Zéniths pour jouer en live les plus grandes chansons des films Disney. Or, pour annoncer cette tournée, vous avez réalisé une vidéo en confinement dans laquelle tout l'orchestre joue la fameuse chanson de la Reine des Neiges, Libérée, délivrée. Un morceau enregistré par un orchestre symphonique en télétravail. C'est pas banal. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette vidéo a été tournée ? Déjà, c'est vrai que quand est arrivé ce confinement qui a été une vraie catastrophe pour beaucoup de gens, et notamment pour les musiciens et les gens du spectacle, puisqu'on a eu toute notre activité arrêtée brutalement, on a cherché une idée et cette idée, elle est venue naturellement, puisque comme vous le disiez, on prépare cette tournée Disney qui va nous emmener dans toute la France, avec Libéré, délivré, et de la faire évidemment pour le jour du déconfinement. Comment vous êtes organisé pour l'enregistrer ? Parce qu'on imagine que faire... Alors j'ai pas compté combien il y avait de musiciens qui apparaissaient dans la vidéo, mais on imagine que ça a dû être quand même quasi un exploit technique de réaliser ça à distance. On s'est retrouvé à devoir enregistrer toutes ces musiques, tous ces musiciens, chez eux, sans avoir de contact avec eux et sans avoir non plus le matériel qu'on a habituellement pour faire les enregistrements dans des studios professionnels, c'est-à-dire du matériel très coûteux que chaque musicien n'a évidemment pas chez lui. Donc on a été contraint de le faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire chacun avec son téléphone, son micro d'ordinateur, voilà, donc dans des conditions qui étaient aussi inédites pour nous. Chacun des musiciens a reçu par voie électronique une piste vidéo, une piste audio et aussi un clic qui leur ont permis de jouer vraiment sur quelque chose qui allait les synchroniser a posteriori chacun. Et ensuite, une fois que ce travail est fait, chacun des musiciens nous renvoie sa petite vidéo. Et là, c'est le travail extraordinaire que font les monteurs vidéo et surtout la personne qui fait le mixage du son pour équilibrer toutes les pistes, pour faire quelque chose qui soit cohérent à la fois avec les musiciens de l'orchestre et à la fois avec les chanteurs aussi, puisque dans cette petite vidéo, il y a une dizaine de chanteurs. Et alors votre rôle dans tout ça, c'est pas un peu frustrant d'être remplacé par un simple clic ? C'est pas frustrant, non. Ce qui est frustrant, c'est qu'on puisse pas faire de concert en ce moment. Oui. Ça, c'est très frustrant. En revanche, cet exercice-là, il est pas frustrant, puisque c'est un exercice particulier qui ne remplace pas ni le concert, ni un enregistrement de studio, ni un contact qu'on peut avoir avec des musiciens, avec un orchestre, avec le public. Donc ça, c'est pas du tout frustrant de ce point de vue-là. C'est surtout un exercice très, très rigolo. On mettra le lien évidemment vers la vidéo dans les notes de cet épisode, donc pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller cliquer et regarder effectivement cette vidéo assez impressionnante. Pendant cette période particulière de confinement et au-delà de cette vidéo, est-ce que vous avez continué à travailler à distance avec vos musiciens et comment concrètement est-ce que vous êtes organisé pour ça ? Pas vraiment, puisque indépendamment de ce projet de vidéo, la tournée, elle démarre fin octobre 2020. On n'est pas du tout encore dans cette phase de travail avec les musiciens. La phase de travail avec les musiciens, elle démarre une semaine avant à peu près, hein. Donc là, on n'y est pas du tout. Donc pour le moment, malheureusement, on n'a pas du tout de contact d'ordre musical ou d'ordre artistique avec les musiciens de l'orchestre. On a des contacts amicaux évidemment, mais malheureusement, c'est pas ce travail-là qu'on fait en ce moment. Quel est votre travail justement, vous qui n'avez plus de musiciens à diriger ? Comment vous occupez pendant ce confinement ? Est-ce que comme on a pu le dire pour d'autres managers, vous en profitez pour vous ouvrir à d'autres choses, écouter de la musique, lire, vous inspirer, vous nourrir l'esprit ? Effectivement, on profite de ce temps-là pour faire plusieurs choses. Déjà, avancer dans les projets qui sont les projets du futur, commencer à retravailler les partitions, commencer à prendre un petit peu d'avance, et puis travailler aussi sur d'autres projets, peut-être plus managériaux, en tout cas peut-être moins musicaux, mais en tout cas plus de ce qu'on a envie de faire, de la manière dont les choses s'organisent. Voilà, ça nous a permis d'ouvrir certains chantiers qu'on a en général pas le temps d'ouvrir. Voilà. Et la musique, comment vous continuez à travailler à distance ou chez vous, seul ? En réalité, la question que vous me posez, c'est comment travaille un chef d'orchestre, puisque la majeure partie du travail d'un chef d'orchestre, c'est pas devant ses musiciens.
la plus grosse partie du temps de travail d'un chef d'orchestre, c'est d'être chez lui avec sa partition sur un bureau et puis de l'éplucher, si on peut dire, dans les moindres détails, de manière à l'apprendre, à se l'approprier, à essayer de lui donner du sens. Donc finalement, de ce point de vue-là, notre travail n'est pas trop affecté par le fait d'être en confinement. Et pour les musiciens, est-ce que les musiciens avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, vous savez si pendant le confinement, certains ont pu continuer à travailler? J'imagine que oui, pour certains instruments dont on imagine bien que ça peut être simple de les pratiquer chez eux. Il y en a d'autres, notamment on le voit dans le petit film dont on parlait au début, ça paraît plus compliqué d'en jouer à domicile, ou alors il faut être en très bon terme avec ses voisins. Alors ça, c'est une vraie problématique de tous les musiciens, puisque un musicien, il travaille toujours chez lui. Un violoniste, s'il fait pas ses 2 heures de violon personnel, j'entends tous les jours, vraiment de travail personnel pour entretenir sa technique. C'est comme un sport de haut niveau, si on le pratique pas, on perd progressivement ses moyens. Mais donc les musiciens, comme certains salariés et professionnels, sont pas forcément tous égaux devant le télétravail. On télétravaille pas de la même façon qu'on soit violoniste ou percussionniste, donc c'est plus compliqué pour certains. C'est pas vraiment du télétravail. Nous, on a malheureusement une profession qui est non télétravaillable ou peu télétravaillable. C'est sûr. Le télétravail, on le voit, une question qui se pose, c'est que comme ce que vous décriviez pour les musiciens, chacun fait son travail dans son coin, fait en ce moment ses gammes à domicile. Tout le problème, c'est de réussir à recréer, avec le déconfinement qui s'annonce, un esprit d'équipe au sein des entreprises ou entre les gens. Comment est-ce que vous réussissez ça dans l'orchestre? Comment est-ce que, après avoir travaillé, vous le disiez vous, à votre table ou individuellement chacun de son côté, naît ce travail d'équipe au moment de la représentation? Est-ce qu'il y a un secret derrière cet assemblage de talents individuels en un tout collectif? La question que vous me posez, elle a 2 volets en réalité. Il y a la question de notre habitude de création d'homogénéité dans les équipes, de complicité, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement se rapproche de ce qu'on peut vivre dans beaucoup d'entreprises ou dans beaucoup d'associations humaines, c'est-à-dire le fait de construire une confiance, de construire un respect aussi mutuel des compétences de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on construit vraiment sur le long terme avec les équipes. Alors, on a besoin que les gens qui jouent les uns à côté des autres se respectent pour leurs compétences, s'apprécient aussi parfois et puis se soutiennent, et voilà, c'est comme ça qu'on a des équipes soudées et c'est comme ça qu'on peut donner le meilleur musicalement. Je crois que c'est vrai dans beaucoup d'entreprises, c'est peut-être encore plus vrai dans le monde artistique puisqu'on doit beaucoup donner de soi-même quand on interprète une œuvre ou qu'on interprète une musique, donc ce goût de faire les choses ensemble, il est vraiment fondamental dans notre métier. Et il s'exprime à travers quoi? À travers un but commun qui est la représentation et un sens à ce qu'on fait qui est faire vivre une œuvre? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de donner un beau concert, de donner du plaisir au public. Ce plaisir-là, on ne peut le donner qu'à partir du moment où on le partage. Et ce partage collectif, c'est vraiment l'ingrédient indispensable pour que la transmission du plaisir s'opère avec le public. Et le deuxième volet? Le deuxième volet, c'est comment on réussit à faire, à garder cette alchimie, à garder ce management d'équipe pendant cette période. Et là, c'est vraiment compliqué puisqu'on a été complètement à l'arrêt, c'est-à-dire qu'on a vraiment pas la possibilité d'avoir d'activité. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a fait cette initiative de cette petite vidéo. C'était aussi un moment où on pouvait se retrouver collectivement pour proposer quelque chose. On dit souvent qu'au-delà des qualités et compétences artistiques, un bon chef d'orchestre a aussi des compétences relationnelles, d'écoute, voire psychologiques. Est-ce que cela vous a aidé dans cette période, dans ce moment dont vous parlez, qu'on a traversé? Comment est-ce que vous avez maintenu, vous, au-delà de cette vidéo, le lien? Est-ce que vous avez plus écouté, plus échangé d'un point de vue informel, même avec certains musiciens? Certains doivent avoir des inquiétudes vu la situation ou des doutes. Comment vous avez géré ça? Eh bien, on l'a géré de plusieurs manières. Déjà, on essaye d'avoir une communication la plus claire possible au fur et à mesure que les informations nous parviennent, puisque le grand problème de cette période, c'est l'inconnu. C'est de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment relancer les projets, redémarrer les concerts, voilà. Et donc pour le gérer, comme ce qu'on dit au sein des entreprises, de la communication et de la transparence. Et de la patience. Aussi. On dit que le télétravail rend invisible certains métiers, certaines fonctions peut-être moins essentielles dans l'entreprise ou moins évidentes, ou certaines personnes qui savent moins se vendre et se mettre en avant. Dans un orchestre, en revanche, c'est le collectif qui compte, tout le monde a la même importance. En tant que chef, comment faites-vous, vous, pour que chacun se sente embarqué dans la même aventure commune, quel que soit finalement son apport au résultat final? Chacun a une place essentielle dans un orchestre. Il est difficile de hiérarchiser les importances de chacun. Alors effectivement, il y a des postes importants dans des orchestres. Le premier violon solo, c'est quelqu'un qui
qui a beaucoup d'importance, qui joue un rôle particulier. Mais vous savez, s'il manque dans les instruments avant une seule personne, ou s'il manque dans les percussions la personne qui va donner un coup de triangle ou un coup de cymbale au moment très important, il manquera énormément. Donc si vous voulez, chacun a sa place, chacun a la conscience de sa place, et chaque place est absolument indispensable. Donc on n'a pas forcément le besoin dans un orchestre de valoriser certains plus que d'autres pour qu'ils puissent se sentir utiles, puisque tout le monde se sait utile et tout le monde est tout à fait utile. En revanche, ce qui est intéressant pour nous dans les orchestres, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre la visibilité que peuvent avoir les artistes et le manque de visibilité que peuvent avoir toutes les équipes techniques, les personnels administratifs, qui, eux, sont dans l'ombre et sont dans l'ombre des projecteurs, mais en revanche, qui ont un rôle absolument essentiel. Donc c'est vrai qu'on doit avoir vraiment à l'idée d'essayer de valoriser au maximum, j'entends publiquement, toutes ces professions. Dans votre métier, il y a le mot chef. Est-ce que vous voyez comme un manager également, en plus d'être un artiste, et quel est le pourcentage, vous diriez, si on peut calculer, de management dans votre métier? Je dirais 100% et 100%. Pour les pourcentages. On est d'abord des musiciens. C'est indispensable d'être vraiment à 100% dans ce qu'on fait sur le plan musical et sur le plan artistique, puisque sinon, on a un discours artistique qui est vide. Et ensuite, on est à 100% aussi management à deux égards. Le premier, c'est management d'équipe au sein de l'orchestre, puisqu'on est le rassembleur. Hein, on est celui qui va non pas tout diriger ou tout décider, mais qui va être celui qui va pouvoir mettre les compétences des uns et des autres, de tous les gens qui sont absolument très fortement compétents. Hein, dans un orchestre, il n'y a que des gens qui sont vraiment très forts. Et de conduire toutes ces compétences très fortes dans une même direction. Et si possible, la bonne, en tout cas la sienne. C'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est de se considérer comme un catalyseur d'énergie de gens qui sont vraiment des gens de très très haut niveau. Et rendre possible le travail collectif. En tout cas, donner une cohérence collective à toutes ces individualités souvent fortes. Vous le disiez tout à l'heure, une partie de votre travail est solitaire et consiste à s'approprier une œuvre, à faire des choix, prendre des directions avant de donner la direction. Est-ce que c'est possible quand, comme avec le Sinfonia Pop Orchestra, vous jouez des musiques de films? Notamment, je le disais, vous allez entamer une grande tournée avec Disney. Or, on sait à quel point l'univers de Disney est réglé au millimètre près. Est-ce que dans ce cadre-là, le chef d'orchestre a encore une marge de manœuvre et une liberté sur le plan artistique cette fois-ci? Je crois sincèrement que oui. Au XIXe siècle, certains compositeurs qui avaient écrit des grands opéras utilisaient ces musiques d'opéra pour en faire des suites symphoniques. Et finalement, si vous voulez, cette idée de sortir une musique d'un contexte existant pour la faire exister d'une autre manière à côté, mais en gardant cette même musique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Donc le fait de sortir des grandes musiques de films, des grands compositeurs de musique de film, et les transposer dans des salles de concert pour faire entendre leur musique en version concert, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Donc à partir de là, on peut tout à fait imaginer qu'on peut avoir une démarche vraiment interprétative dans cette musique-là, en la faisant revivre, et en la faisant revivre à chaque fois qu'on va donner un concert. Ça ne veut pas dire qu'on va changer la musique, hein, pas du tout, mais ça veut dire qu'on se sent très libre de pouvoir donner vraiment notre inspiration du moment, notre inspiration musicale, sans avoir pour objectif de singer ce qu'aurait pu être fait dans les enregistrements d'origine. Donc je pense qu'on peut se permettre cette liberté, avec évidemment le respect du texte, puisque ça c'est très important. On a des compositeurs qui ont écrit de la musique, qui ont écrit des tempos, qui ont donné des indications, etc. Ces indications-là, elles se respectent, mais au même titre que le reste du répertoire symphonique. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder la vidéo dont nous parlions, cet hymne du déconfinement, Libéré, délivré, la chanson que tout le monde connaît et que vous avez effectivement réinterprétée à votre façon avec le Sinfonia Pop Orchestra dans cette version spéciale déconfinement enregistrée avec tous les musiciens à distance. On pourra aller vous voir d'abord à Paris, au Palais des Sports, puis en tournée dans toute la France, notamment dans les Zéniths, avec ce spectacle de musique de film Disney du Sinfonia Pop Orchestra. Merci beaucoup Constantin Ruiz. Je rappelle que vous êtes à la fois chef d'orchestre et directeur pour l'opéra de Massy et du Sinfonia Pop Orchestra, cet orchestre qui joue notamment de la musique de film en studio et en concert. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement. Évidemment, vu le sujet du jour, libéré, délivré par le Sinfonia Pop Orchestra.
Et puis un podcast que je vous recommande, restons chez Disney avec les Chroniques Disney, le podcast, un podcast sur tout l'univers de Disney, les films, les parcs d'attractions, les personnages, l'histoire même de ce monument du divertissement. Un épisode est par exemple consacré aux femmes de la famille Disney, un autre aux méchants Disney ou encore aux princesses. Chroniques Disney, le podcast, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Notre podcast, vous le retrouvez également sur toutes les plateformes. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne manquer aucun nouvel épisode. Moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Soyez prudents, continuez à respecter les consignes et les gestes barrières. Portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.